On est bien, tu vois. Je pensais que les gens étaient mal à l'aise dans ce canapé, pas du tout en fait. Il faut que tu sois à l'aise. Je suis à l'aise. Non, mais je me dis toujours comment ils se mettent. Non, Bonjour Aude. Bonjour Clémence. Je suis tellement contente de t'avoir en interview canapé, Ouais, moi aussi, je suis très contente d'être là. car je suis une grande fan de ton travail, sache-le. Et en plus, en préparant cette interview, j'ai découvert tout un pan de ta carrière que j'ignorais. Donc on en parlera dans un instant. Mais la raison pour laquelle on fait cette interview aujourd'hui, c'est parce que tu lances ta chaîne YouTube. Oui, ça fait si peur. Alors ça va s'appeler Virago. Ouais. Et de quoi ça va parler? Enfin, la chaîne va s'appeler OGG. D'accord. Comme moi. Et le projet avec lequel je lance ma chaîne s'appelle Virago. Parce que je me laisse la possibilité éventuellement d'avoir un autre projet un jour. En tout cas, je lance avec le projet Virago. Alors, est-ce que tu peux nous en parler en quoi ça va consister? Alors, Virago, ça va être des chroniques d'environ 2-3 minutes où je vais faire le portrait des femmes qui ont changé le monde à leur échelle, qui ont fait bouger les lignes, voilà, sur tout un tas de domaines, de tous les milieux, de toutes les époques. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment une chronique et le personnage qui s'anime, qui est dans un tableau à côté de la chroniqueuse et qui s'anime. Et donc, c'est une conversation entre la chroniqueuse et le personnage et j'interprète tous les personnages. Les mauvaises langues diront que tu auras fait le tour du sujet en 3 portraits, non? Marie Curie, Jeanne d'Arc. Justement, je fais exprès pas Marie Curie, Jeanne d'Arc, etc. J'essaye de faire découvrir des femmes peu connues, peu ou pas du tout connues. La première étant, on va dire, la plus connue de celles que j'ai prévu de faire pour l'instant, et c'est Olympe de Gouges, voilà, qui est une femme politique du XVIIIe siècle. Mais mon but est vraiment de faire découvrir des destins. Et pareil, moi, j'ai découvert en même temps énormément de gens. Même des noms que je connaissais et je n'avais pas imaginé à quel point il y avait des destins incroyables qui se cachaient derrière. J'ai l'impression qu'on cite souvent les mêmes rôles modèles féminins quand on cherche les femmes qui ont marqué l'histoire. Où est-ce que tu as été chercher cette inspiration, cette envie de faire ces portraits-là? Alors, mon envie de faire ces portraits-là, ça vient d'un... Tu vois, regarde, je prends une position de personne mal à l'aise. Ça vient de mon sentiment d'imposteur, je pense qu'on a un peu tous. J'ai du mal à... Je suis... Oh là, attention, je vais peut-être m'allonger dans pas longtemps. J'ai du mal à me valoriser. J'ai plutôt tendance à me dévaloriser très souvent et à trouver tous les autres gens formidables. Je trouve vraiment que, oh, mon Dieu, elles sont toutes incroyables. Toutes les femmes autour de moi, je les trouve fabuleuses, formidables. Elles sont tellement bien dans leur peau, elles sont tellement comme ci, comme ça. Et moi, je suis pas comme ci, et moi, je suis pas comme ça. Et je me suis dit, à force d'en faire une obsession que les autres sont formidables et pas toi, faisons une force et faisons un programme. Donc, à force d'admirer les autres, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça comme postulat j'allais dire postulat de départ qui est un pléonasme. Je vais prendre ça comme postulat et je vais parler des femmes qui m'impressionnent. Et, voilà. Et pourquoi Virago? Alors, virago, c'est un terme péjoratif en français qui dénonce une femme qui a un comportement masculin, qui se prend pour un mec et par extension qui est une mégère, qui se permet de prendre la parole en public. Donc moi, je me suis dit, tant mieux, si c'est péjoratif, très bien, je prends. Et en fait, en remontant, je me suis rendu compte déjà que dans la version anglaise, en anglais, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment un terme qui désigne une femme forte, une femme courageuse, une femme brave. Et c'est pour regender the female word. Donc, c'est vraiment pas aussi négatif qu'en français. Je me suis dit, zut, pourquoi ce gap entre les deux? Et donc, je suis allée chercher un peu plus loin. Et en fait, dans la version archaïque de la définition, c'est vraiment une femme courageuse, une héroïne, une femme guerrière. Et je me suis dit, je vais réhabiliter ce mot-là comme un terme positif pour montrer une femme qui a un destin incroyable. Tu vas incarner ça même, tu vas incarner ça sur YouTube. Je vais incarner des personnages, donc moi je reste la chroniqueuse et vraiment je vais mettre au jour ces personnages-là. Mais le truc c'est que c'est l'avantage aussi, c'est que moi je suis qu'un passage de parole et d'ailleurs mon rôle en tant que chroniqueuse est assez peu de prendre parti. C'est vraiment, dans mon écriture, j'essaye vraiment de prendre les faits tels qu'ils sont et d'essayer de ne pas orienter la chose et de présenter ces femmes-là. La seule orientation, c'est mon admiration pour leur parcours. Et par contre, effectivement, j'interprète les rôles. Voilà. Ouais, j'allais dire, c'est déjà un parti pris que de mettre en avant des femmes aujourd'hui sur YouTube, par exemple. Non, mais de toute façon, c'est orienté à la base parce que voilà, j'ai envie de parler de femmes, voilà, et on me dit pourquoi tu parles pas d'hommes extraordinaires. Je peux le faire complètement. Après, là, pour l'instant, j'ai décidé de faire ce sujet-là. J'en ai beaucoup à brasser parce qu'en fait, depuis que j'ai dit que j'allais faire ce projet, j'ai tous les gens qui m'envoient « Ah, mais tu connais pas cette fille-là, ah, mais tu connais pas ce destin-là ». Et puis, j'ai été lire énormément de livres, la BD de Pénélope Bagieux, il y a je vais dire une bêtise, mais Cattel et Bocquet qui font des énormes biographies de 600 pages en BD
de femmes incroyables. Il y a des BD sur le... Alors, bizarrement, à chaque fois, ça tombe sur la BD. Alors moi qui lisais pas de BD il y a encore un an, sur les femmes communardes. Il y a aussi un roman qui s'appelle Les salopes de l'histoire. Enfin, c'est pas un roman, d'ailleurs, c'est plutôt une sorte de portrait. Les salopes de l'histoire qui parlent des femmes qui ont utilisé leur sexualité pour avoir du pouvoir. Alors qui n'est pas exactement mon axe, mais tout ça m'intéresse. Et en fait, au fur et à mesure, on n'arrête pas de me gaver de lecture et de me donner des choses. Et tout le monde y va de sa petite anecdote ou de sa petite... mais ma grand-mère, elle a fait des trucs incroyables, il faudrait que tu parles de ma grand-mère. Je suis là, ok. Moi, mon but, c'est de brasser aussi bien de la préhistoire à maintenant. C'est-à-dire que si je peux faire une youtubeuse qui a changé les mentalités, moi, ça me va. Mon but étant de brasser le plus large possible. À propos de youtubeuses qui changent les mentalités, est-ce que toi, il y a des youtubeuses francophones ou anglophones ou autres qui t'ont marqué personnellement? Ok, c'est vraiment la pire question que tu pourrais me poser. Le problème, c'est que moi, Pourquoi c'est la pire question? Mais parce que pour ceux qui me connaissent un peu dans la communauté Mademoiselle, ils savent que je suis nulle pourrie en culture pop, en trucs de tous les jours, faut vraiment que je me mette des rappels pour aller voir une vidéo dont 7000 personnes m'ont parlé pour que vraiment j'aille voir quelque chose. Donc, c'est d'ailleurs toi qui es à l'origine du Snoopy dans la nuit originale. C'est moi qui suis à l'origine du Snoopy dans la nuit originale parce que je ne connais tellement rien sur un certain pan de notre culture que je suis obligée d'arrêter les gens qui ont vraiment plein de références que je n'ai pas. Et je suis obligée de leur dire stop, vraiment il faut m'expliquer parce que voilà. Donc du coup, et en plus... J'ai pas forcément la notion de recherche sur Internet, c'est-à-dire que je me perds très vite. Très vite, je fais « je ne sais pas quoi chercher ». Donc j'arrête, j'abandonne très vite, ça me décourage très vite cette montagne de contenu. Donc il faut vraiment qu'on m'oriente sur un contenu ou que voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien suivre Mademoiselle, parce que ça me fait découvrir plein de choses. Rien qu'en podcast, je découvre plein de gens, Et je pense que ça fait partie de mes référents, où je me dis bon, si j'ai envie de découvrir des choses nouvelles, je vais aller sur Mademoiselle et après ça va m'amener de fil en aiguille à découvrir d'autres gens. Mais c'est vrai que j'en connais peu. Et je pense que tant mieux si j'en connais peu, parce que si j'en avais vu plein, je me serais dit, tout est déjà fait, je peux pas faire. J'allais rebondir là-dessus en fait, parce que tu parlais de syndrome de l'imposteur il y a une minute, mais en vrai c'est un des freins chez les filles qui ont ce syndrome, c'est le besoin d'être absolument experte avant de se lancer dans un domaine. Beaucoup de gens n'osent pas se lancer parce que t'as peur de te faire tacler sur tout le temps. Après, moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me suis lancée. Il y a l'idée que, à un moment donné, je suis peut-être pas experte, je suis pas historienne, je suis pas journaliste. Par contre, je travaille à fond mes sujets et j'essaye de ne rien laisser au hasard. Il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. De toute façon, tout le monde va pouvoir redire quelque chose, c'est évident. Et tant mieux si je progresse. Si ça peut se faire dans la non-agressivité, c'est encore mieux. Mais je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où ce sujet-là me plaît et me parle à moi, donc j'ai envie de le faire. Et après, on verra. Et je vais essayer de le faire le mieux que je peux parce que je suis très exigeante. Et je pense que c'est ça le point de départ. C'est que je suis exigeante avec moi-même, je suis exigeante avec ce que je vais proposer. J'aurais pu mettre juste une caméra dans ma chambre, mais c'est pas ce que j'ai fait. Enfin, en fait, en vrai, si, mais je vais y revenir. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est difficile de se lancer parce qu'on veut faire tout mieux. On veut pas faire un truc médiocre. Mais le fait est que je pense que les trucs qui nous freinent, c'est peut-être la clé, c'est d'en faire justement la petite charnière pour passer un cap, quoi. Après, je dis ça, ça fait longtemps que j'aurais pu me lancer et que je l'ai pas fait. Mais là, j'ai trouvé un truc qui me plaisait, qui me parlait et surtout, là, c'est génial. Je fais une interview pour mademoiselle.com pour parler de ça, c'est extraordinaire. Mais il faut bien penser que moi, j'ai fait ce truc-là il y a quelques mois parce que j'avais un petit creux de boulot. Et je me suis dit, j'aimerais bien sortir un truc qui vienne de moi parce que mon métier de comédienne, c'est avant tout d'être tout le temps dépendante du désir des autres. Tu ne fais que être dépendante du désir des autres. Est-ce que ce réalisateur veut de toi? Est-ce que le texte, ça te correspond? Est-ce que machin, ah bah non mais il n'y a pas de rôle, ah bah non mais t'es pas disponible à ce jour-là. Et en fait, j'avais envie de n'être dépendante que de mon propre désir et de sortir un truc qui vienne de moi quand je veux. Et je ne suis produite par personne, je fais tout toute seule. Pour l'instant, peut-être qu'après ça va changer, mais c'était vraiment l'idée. J'aurais pu aller voir des gens avec qui je travaille, etc. Et je me suis dit, non, j'ai envie de sortir quand je veux, qu'on me retoque pas sur le ton, sur ma couleur de veste, je fais ce que je veux. Tu as transformé ton syndrome de l'imposteur en ambition et tu l'as réalisé par l'exigence. Oui, après ça veut pas dire que c'est pas hyper flippant, que je suis pas très angoissée et que j'ai vraiment des douleurs physiques incontrôlables depuis que j'ai décidé de faire ça. Mais parce que, non, mais à la base, vraiment, moi je me suis dit, parce que les 3 premières vidéos qui vont sortir, elles ont énormément de défauts.
mais il faut savoir qu'elles sont tournées en fait pour de vrai dans mon salon, sur un fond vert, mais elles sont tournées dans mon salon. Et j'ai quelques copains qui m'ont dit, bah, je veux bien venir travailler avec toi, mettre des projos. Je suis là, c'est vrai, tu veux bien faire ça? J'ai pas d'argent à te donner, je vais vraiment te payer en sushi. Et ils m'ont dit ok. Et donc j'ai une équipe de gens super talentueux qui juste aiment bien le projet, sont venus m'aider, mais ça reste dans mon salon. Donc il y a des gros détails techniques où tout le monde va me faire, oui, j'ai repéré ça. Oui, tu l'as repéré. Oui, je vais m'améliorer. Mais à la base, je voulais faire ça chez moi. Je savais pas quelle forme ça allait prendre. Et surtout, je compte pas. C'est un programme éducatif, donc je ne compte pas faire 35 000 vues. Si j'en fais déjà 35, je suis contente. Et voilà, même le teaser, là, j'ai fait, je sais pas, presque 10 000 vues. Et j'étais là, mais qui sont ces gens? Excellent teaser à base de parodie de Young Pope, Oui. le générique. Excellente série, excellent générique, excellent teaser, je suis convaincue. Ben écoute, je suis ravie parce que rien que ça, moi j'ai adoré l'idée que Young Pop c'est un univers hyper masculin, que c'est régi par plein de codes et qu'il y a un petit truc. Bon, déjà c'est Jude Law, donc déjà c'est un argument en soi, mais ce petit truc un peu narquois qu'il a dans le truc, je me suis dit, bah c'est intéressant, moi qui vais défiler devant une galerie de personnages, c'est raccord et je suis contente que les gens aient compris que tu sais, mais c'est pareil, on est tellement conditionné par la violence d'Internet que j'avais peur que les gens mettent plagiat, enfin que les gens ne comprennent pas que c'était un hommage. Et en fait, les gens sont beaucoup plus intelligents et bienveillants que ce que que ce que je redoutais en fait. Et les gens ont tout à fait compris ont compris le clin d'œil quoi. Ah oui, j'ai l'impression que tu anticipes énormément les critiques. Est-ce que ça vient du fait que ça fait un moment déjà que tu travailles sur Internet, j'allais le dire, dans ton métier de comédienne, on te voit souvent chez Golden Moustache. Avant ça, c'était le Palma Show, c'est ça? Donc ça fait combien de temps déjà que tu fais des vidéos sur Internet? Moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier et j'ai commencé avant YouTube sur Dailymotion. Je sais pas la date, mais ça doit être 2006 ou 2007. Et à partir de quel moment les commentaires ou les critiques anonymes, entre guillemets, parce que c'est pas des gens que tu connais qui viennent te faire du feedback, c'est les commentaires laissés sur Internet, à partir de quel moment ces feedbacks ont commencé à avoir de l'importance pour toi? Positive ou négative? Bizarrement, ils ont pas tellement d'importance. Moi, c'est plutôt les commentaires que je vois sur les autres qui me... Parce que moi, j'ai un rapport aux commentaires qui fait qu'en fait, j'ai une autre vie et je m'en fous un peu en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fous parce que forcément je les lis, forcément ça peut me toucher. Te touche pas, ça mais en pas. vrai, j'ai quand même une vie bien en dehors d'Internet et je fais d'autres choses et je vois des gens qui ne savent même pas ce que c'est que YouTube et qui s'en foutent. Et donc en fait, je me rends bien compte qu'on cristallise un truc très important sur vraiment une part infime de ce qu'on peut vivre dans une journée. Donc du coup, ça me fait pas tant de mal que ça. Après, j'ai vu des salves de trucs qui débarquent sur les gens et du coup, on est obligé de le prendre en compte parce qu'aujourd'hui, le vrai côté figure populaire, eh ben, t'es exposé à ce que disent les gens, donc t'es obligé un peu d'écouter. Et du coup, moi, je le prends plus dans fais attention à ce que tu dis parce que ça peut blesser. Et c'est vachement ça que je veux vraiment extrêmement faire attention à ne pas blesser des sensibilités parce que moi-même dans la vie je suis très maladroite et je dis toujours des trucs un peu débiles comme ça dès que je suis mal à l'aise et je me dis attention, tu as une responsabilité. Tu es maintenant dans le domaine public, les gens te voient et quand tu prends la parole en public, tu as la responsabilité de ne pas choquer, de ne pas blesser, de ne pas dire des bêtises. Ça peut arriver, mais fais attention à ce que tu dis parce que c'est ta responsabilité de personnage public. En l'occurrence dans mes portraits, la vérité historique. Je recoupe mes sources 2 à 3 fois avec mon auteur qui s'appelle Adrien Rebaudot. On recoupe tout, mais alors je le harcèle en lui disant est-ce que tu es sûr de ça? Bah, je l'ai vu là-dedans. Non. Moi, je veux qu'on soit sûr, sinon ça dégage du portrait. Pour que justement, on ne peut pas être irréprochable parce qu'on ne l'est jamais, mais pallier peut-être à un manque d'exigence qu'on peut voir et qui se fait souvent attaquer. La seule fois où les commentaires vraiment les commentaires peuvent me faire du mal, parce que j'en ai eu. Et alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'en ai peu et j'ai quand même des gens bienveillants qui me suivent. Vraiment, et ça, c'est formidable pourvu que ça dure. Mais j'ai quand même peu de commentaires très méchants. Et quand j'en ai, c'est toujours physique. C'est rarement sur mon jeu. Donc je m'en fous en fait. Parce que mon physique, malheureusement, c'est mon visage, j'y peux rien. Je vais vraiment pas pouvoir le changer pour te faire plaisir parce que j'ai vraiment essayé, mais ça, voilà, c'est mon visage, c'est mon cul, c'est mon... Voilà, parce que j'ai souvent
t'as vu son cul, t'as vu sa gueule, on dirait un trans, ah, sa tête de chabot. J'en ai plein sur mon physique, mais j'en ai pas sur mon jeu. Mais moi, ce que j'expose, c'est pas mon physique, c'est vraiment mon métier, c'est mon travail d'actrice. Donc si ça passe, eh ben ça passe. Tu parles de ton métier de comédienne et tu disais que ça fait 14 ans que tu fais ce métier. Mais si j'ai bien suivi, tu as commencé au théâtre. Absolument. Mais j'ai même commencé plus tôt que ça, parce que j'ai commencé à 5 ans à l'opéra. En fait, Révélation, raconte-moi ça. Mais tu n'as pas écouté Qui sont ces gens, numéro 23 avec Thomas Hercouet. Coupable. J'ai commencé à l'âge de 5 ans sur les planches de l'opéra, en fait, où j'étais figurante. On avait besoin d'enfants à l'opéra. Donc voilà, moi j'avais 5 ans. J'ai dit, oui, génial, ben, voilà. Et puis un jour, ce que je raconte, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'est pas grave, je vais la raconter. C'est qu'un jour, vraiment, dans les premiers jours de répétition, vers 14h de l'après-midi, j'avais 5 ans, j'ai dit, j'ai faim. Et là, dans les 4 secondes, j'ai un régisseur qui m'a apporté un sandwich au camembert. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce métier de ma boule? Et quand tu dis j'ai faim, en dehors des horaires de repas, on t'apporte un sandwich. J'ai dit, je veux faire ce métier. Donc j'ai vraiment voulu faire ce métier par la nourriture, principalement. À quoi ça tient? Un sandwich au fromage? Un sandwich, tu vois, un bon camembert, et hop, c'est parti. Et donc après, de 5 à 15, j'étais figurante dans les opéras, et puis choriste, et en fait, je partais en tournée en Europe, tu vois, à Londres, en Belgique, et tout ça, avec l'opéra. Et à 16 ans, je me suis inscrite au cours Florent, après avoir eu mon bac. Et puis après, mon prof de première année m'a engagée dans sa troupe et j'ai commencé à jouer avec lui un peu partout. Et mon prof de seconde année m'a fait entrer à la Comédie Française en tant qu'assistante metteur en scène, où je suis restée 6 ans et où j'ai fait mes propres mises en scène là-bas aussi, voilà, pendant 6 années, où j'ai appris le métier avec des gens... Il n'y a pas plus exigeant que cette maison. Et en même temps, il n'y a pas plus confortable pour y travailler. Parce que quand tu dis « j'aimerais bien une chaise rouge dans cette mise en scène », et on t'apporte vraiment... Mais j'ai vécu ça. Hein. Je dis « oui, bonjour la régie, je voudrais un fauteuil rouge ». Et 8 minutes plus tard, il y a 17 fauteuils rouges de toutes les époques, de toutes les matières, de toutes les formes, de toutes les tailles. Et tu fais « mais vraiment juste une chaise, mais merci ». Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, j'ai eu un confort pour travailler, mais j'ai travaillé avec des gens avec une exigence hallucinante. Et j'ai passé, et comme j'étais très très passionnée par cet endroit, je le suis toujours, mais je passais ma vie là-bas et des heures à regarder les gens travailler, à voir tous les corps de métier s'activer. Et je pense que ça m'a appris une certaine rigueur que j'essaie de m'appliquer toujours aussi aujourd'hui en tournage ou dans tout ce que je fais. Une rigueur de boulot et d'être... il peut rien se passer, quoi. Quand tu es sur le plateau, c'est... Voilà, ça peut égorger mes 2 parents devant moi, il va falloir que je tourne la scène, je vais le faire en fait. Après, peut-être, je vais me répandre un peu. Mais quand c'est dans le travail, je suis dans le travail. La meuf, c'est une machine. Hein. Je pense que dans le boulot, je suis un peu une machine. C'est peut-être pas bien, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris là-bas. Puis ensuite, j'ai quitté le français. Et je suis partie parce que c'est quand même... à 23 ans, j'ai envie de faire d'autres choses et surtout d'être comédienne, parce que c'est ça que je suis à la base. Et là, je faisais plus que de la mise en scène et on m'appelait plus que pour de la mise en scène. Donc, j'ai fait plein de mises en scène aussi à l'extérieur. J'ai mis en scène des opéras, j'ai mis en scène des choses... Mais j'avais 23 ans et j'étais plus du tout comédienne. Et j'avais pas envie d'être le metteur en scène frustré qui pulvérise les acteurs parce que lui-même n'est pas sur le plateau. Et puis après, j'ai été en cours avec le Palmacho et du coup, on a commencé à faire des vidéos dans le jardin. T'es disponible pour venir faire la fille qu'on tape? Oui, oui, je suis disponible. Et puis voilà. Puis après le Palma et puis après Flaubert m'appelle un jour pour rentrer chez Golden Moustache et voilà. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à faire du théâtre par ailleurs et plein d'autres choses, mais ça s'est un peu orienté différemment. Tu as eu énormément de rôles dans les vidéos de Palmacho avant ça, mais Golden Moustache ensuite. Alors comment tu choisis tes rôles? Est-ce que tu as le choix déjà? Comment ça se passait pour toi? Mais j'adorerais choisir, mais je ne suis pas Catherine Deneuve. Non, je ne choisis pas, je suis heureuse qu'on me propose des rôles. Enfin, je trouve que j'ai énormément de chance. Je suis une actrice qui travaille et je vois combien c'est compliqué et je vois combien je flippe quand j'ai pendant 2 mois pas de boulot. Donc non, je choisis pas. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai fait énormément de sketchs, énormément d'épisodes. Et aujourd'hui, je m'oriente un peu dans un truc différent. C'est-à-dire que souvent, quand je reçois maintenant un truc que j'ai déjà fait, j'ai vraiment la sensation de l'avoir déjà fait 15 fois. Je le fais pas parce que j'ai pas envie d'être triste ou d'être aigrie quand je vais jouer un truc. J'ai envie que ça me challenge toujours un peu et là je suis contente parce qu'en même temps les gens suivent cette espèce de... le prennent pas mal quand je le dis
et suivent un peu cette évolution, parce que de plus en plus, là, depuis 1 ou 2 ans, j'ai des rôles de plus en plus sérieux, avec moins en moins de vannes. Quand cette vidéo va sortir, cette interview, le même jour sort le prochain court-métrage de Flaubert qui dure 14 minutes, où je suis le rôle principal. Et j'ai envie de dire que Flaubert m'a offert mon Ciao Pantin. Il va me détester s'il entend ça. Mais voilà, un rôle avec pas de vanne. Et je pense que les gens suivent aussi cette évolution où j'ai envie de montrer que je pense que tout le monde sait que je sais faire la guignole. Tout le monde sait que je sais faire la gogole avec les dents pourries ou voilà. Je pense que ça, tout le monde est bien, bien au courant. Parce que la plupart des gens qui m'arrêtent me disent « C'est mieux dans la vraie vie ». Donc je pense que ça, tout le monde est au courant que je sais faire la moche et la conne. Du coup, si je peux montrer d'autres choses, c'est bien. Tu penses que c'est un passage obligé pour les jeunes comédiennes aujourd'hui de passer par des rôles ultra stéréotypés? Moi, j'ai toujours l'exemple de Marion Cotillard dans Taxi. En fait, je suis admirative de sa carrière et je me rappelle vraiment de son rôle de plante verte sexy dans Taxi, où je sais même pas si elle avait un prénom parce qu'il l'appelait bébé sans arrêt. Mais moi, j'ai pas souvenir que c'était une plante verte. Moi, elle m'avait tellement bluffée. Pour moi, Marion Cotillard, aujourd'hui encore, c'est Taxi. Parce qu'elle était sublime, mais qu'en même temps, elle avait un truc... Enfin, moi, de ce que je me souviens, parce que j'ai pas vu Taxi depuis longtemps, mais c'était vraiment elle était super libre, même dans sa sexualité, etc. Ce qui était un truc... Je n'ai pas le souvenir que ce soit si stéréotypé, mais peut-être que je me trompe. Alors, pas dans le 1, parce que dans le 1, je pense qu'elle a un vrai rôle, mais en fait, il y a un Taxi où, en fait, elle est juste au téléphone, en mode hyper chaude, et elle attend que son mec rentre, parce que vraiment, vraiment, elle a envie de niquer, etc. Après, je pense que c'est pas le passage obligé des actrices. Je pense que c'est le rôle féminin dans la fiction aujourd'hui qui est pour l'instant un peu souvent dévolu à ça. Mais je pense que c'est en train de changer, vraiment. Moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout fataliste en disant « Ouais, c'est terrible, on est mise au banc de la société ». Je pense vraiment qu'il se passe des choses. Je pense vraiment que le personnage féminin en fiction est en train d'évoluer. Ça se voit parce qu'il y a énormément de comédies avec des nanas qui sortent en premier rôle, ce qui ne se faisait pas avant. Quand on voit Emmanuelle Berco, c'est le meilleur exemple du monde. C'est-à-dire que Maïwenn l'impose alors qu'elle n'est pas connue, une comédienne de 40 ans. Et puis elle explose et maintenant elle peut faire ce qu'elle veut. Et moi, je suis admirative de cette nana. Je pense que c'est juste l'écriture du rôle, enfin le positionnement du rôle féminin et de quelle est la femme aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans la fiction. Et je pense que je pense que ça se fait à plus haute échelle. Ça se changera chez les scénaristes si les scénaristes qui proposent des rôles de femmes plus consistants sont acceptés par les chaînes de télé, sont acceptés par les producteurs de cinéma en disant ben oui, une femme a le droit dans un film d'abandonner ses enfants, quelle que soit la raison. Ce qui est des choses qui étaient impensables avant. Elle a le droit d'être dépressive et de ne pas assurer chez elle. Elle a le droit de ne pas vouloir d'enfants et d'être super carriériste. Ce qui étaient des choses où on disait waouh, non, ça c'est, fais pas ça, vraiment, c'est fou. Ça ne va correspondre à personne. Et en fait, je pense qu'on est en train de se rendre compte que si, ça correspond à tout un pan de la société. Et donc, quand ça sera accepté par les diffuseurs, parce que c'est pas les scénaristes, je pense que les scénaristes ils ont envie d'écrire plein de rôles de femmes incroyables. Mais je pense que quand ça sera accepté dans un lieu commun, dans un truc un peu au-dessus des producteurs, des diffuseurs, eh ben, les rôles de femmes seront plus stéréotypés. Mais je pense aussi, et je crois beaucoup aussi en Internet pour ça, parce que je crois qu'on a une liberté de ton sur Internet et une possibilité de faire ce qu'on veut, en fait, on s'en fout. Ça ne rentre pas dans une case, puis ça ne rentre pas dans une case, de toute façon, l'argent, il n'y en a pas sur Internet. Hein, donc, comme on fait ce qu'on veut, ben, peut-être un jour, les gens vont s'intéresser à ce qu'on fait, se dire « Ah ouais, d'accord, ok, on peut mettre une fille qui fait ci, qui fait ça. » Je sais pas si c'est clair ce que je dis, peut-être c'est vraiment... Non, enfin, déjà c'est super clair et j'ai envie de te donner le micro pour que tu puisses faire un mic drop, tu vois. Non mais je suis vraiment optimiste, je pense que y a aucune fatalité, quoi. Et après... Moi-même, hein, j'ai accepté des rôles très stéréotypés. Hein. J'ai vraiment fait la nana au bord de la route, Ali chérie. J'ai fait des trucs super stéréotypés que je considérais comme marrants, que je considérais pas comme scandaleux. Peut-être aujourd'hui, je le regarderai avec un œil différent, mais j'ai pas le même âge, j'ai pas la même, j'en suis pas au même niveau. Voilà, et je pense que en vrai. Si t'as pas la boule au ventre quand tu pars tourner, ben c'est que quelque part tu trouves un truc qui est bien dans ce que tu fais. Donc après, chacun son parcours, chacun ses erreurs. Et je pense que des rôles de mecs stéréotypés, Franck Dubosc, il en a fait sa force. Alors que c'est ultra stéréotypé, c'est ultra beauf. Et il n'y a pas de mecs qui font « Oh, il y en a marre, Franck Dubosc qui nous fait tous passer pour des beaufs. » Je pense que personne se dit ça.
Alors, moi, je me dis pas non plus, il y en a marre, Marion Cotillard nous fait toutes passer pour des chaudasses. Je suis très optimiste. Et tu sais, pour moi, il y a un truc, on se fait beaucoup attaquer sur le féminisme, sur tout ça, sur machin. Je pense pas que... Comment dire? C'est ce que dit un des personnages que je vais traiter là dans Virago, qui était la première patronne de presse française, Marguerite Durand, et qui a lancé son journal. Elle a dit je veux lancer un journal à tendance féministe, mais qui n'est pas un journal pour les femmes, qui est un journal qui parle de politique, de science, de culture, d'économie, mais à tendance féministe, comme un tel ou tel journal peut être de tendance gauche ou de tendance droite. C'est-à-dire que tu peux lire une information de la même façon sans savoir que c'est plus ou moins teinté de politique à gauche, politique à droite, ou de féminisme, ou de machisme, voilà. Et je pense que, sans être dans un truc je sais pas dans quoi je m'embarque, là, tu sais, là je suis en train de penser aux commentaires sur Internet, mais sans être dans un truc de radicalité, je pense que tu peux avoir un discours qui est orienté sans agresser personne, en fait. Je suis partie très loin. Non, mais c'est hyper intéressant, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai à te demander si tu as des regrets, mais en fait, je préfère te demander si tu pouvais retourner dans le passé, quel conseil tu te donnerais? Ou tu aurais aimé qu'on te donne je crois que je vais pas revenir là-dessus parce que dans ces cas-là, si je reviens un peu en arrière, déjà, je me gifle. Premièrement. Non, je pense qu'en fait, j'aurais pas pu me donner de conseils parce que je me vois à 23 ans, je suis pas la même personne qu'aujourd'hui, donc je me serais même pas écoutée, en fait. Tu serais pas reconnue? Je me serais pas reconnue, je suis pas la même personne, vraiment. Je pense que d'année en année, je change. Et je commence aujourd'hui à me sentir en phase, seulement maintenant, à 32 balais, en phase avec mon âge, en phase avec ce que je crois, en phase avec ce que je pense être bien, en phase avec mon physique, et ça, c'est vraiment encore compliqué. Donc je ne me serais pas écoutée à 23 ans. Je n'étais pas la même personne, je n'avais pas les mêmes ambitions. Parce que moi, tu m'aurais écoutée même à 19 ans. Ah non, mais moi, je me mets pas derrière une caméra. C'est le théâtre classique. Moi. Non, mais c'est pas le même métier. J'étais vraiment... Mais... Là, je me gifle, déjà, premièrement. Et donc en fait, je peux pas regretter parce que tout ce que j'ai fait, même des erreurs que j'ai pu faire dans ma carrière ou des choses mauvaises que j'ai pu faire, m'ont amené des choses meilleures, m'ont conduite sur un autre chemin qui fait que parfois quand je dis « Ah, j'aurais pas dû faire ça », on me dit « Ouais, mais si t'avais pas fait ça, bah t'aurais pas eu ça et t'aurais pas eu ça et t'aurais pas eu ça ». On a fait une émission ensemble sur les fractures. Si je m'étais pas cassé les 2 bras il y a 1 an et demi... À cheval. Voilà, si je m'étais pas cassé les 2 bras, il y a plein de choses que j'aurais pas faites dans ma vie. Et probablement, j'aurais pas lancé ma chaîne si je m'étais pas pété les 2 bras à un moment donné en me retrouvant immobile à rien pouvoir faire et à me dire « Bon, bah le jour où tu peux refaire des choses, bah faut que tu les fasses, quoi. » Donc ça sert à rien, en fait, je vais pas me blâmer dans le passé parce que j'étais pas prête. J'avais pas les épaules, j'avais pas l'expérience. Donc tout va bien, je pense que faut pas se juger son soi du passé, quoi. Pas de regret alors? Pas de regret, aucun regret. Merci beaucoup Aude pour cette passionnante interview. Merci beaucoup. Faudrait qu'on refasse ça, parce que je sens que t'as plein de trucs à dire. J'ai encore plein de choses, j'ai l'impression que ça fait 3 minutes qu'on parle, j'ai envie de dire plein d'autres choses. T'as envie de dire quoi par exemple? J'ai envie de dire que dans j'ai envie de dire les personnages que je vais faire, mais ça non, je peux pas spoiler, donc je peux pas le dire en fait. Non, si, je peux dire que j'ai aussi fait un truc pour la première fois, j'ai envie de le dire, c'est que j'ai écrit un court-métrage, et c'est pour la première fois de ma vie, et pareil, ça c'est un des trucs où, syndrome de l'imposteur, ça fait des années que tout le monde me tanne pour que j'écrive et que je me dis « Je suis pas auteur, laisse-moi tranquille ». Et puis là, j'ai eu une idée, et puis elle a plu, et puis Golden Moustache m'a produit mon court-métrage que j'ai écrit, dans lequel je joue et que j'ai co-réalisé avec David Tabourier, avec qui je réalise ma chaîne aussi. Donc du coup, je suis très contente. Et donc ça va sortir, ça va sortir en mars. Et voilà, et c'est que l'année des premières fois, donc peut-être que je vais vraiment bien me toller, mais en tout cas, je sais pourquoi je l'ai fait, je suis contente de le faire et je le fais du mieux possible. Excellente morale de cette histoire, je trouve. Faire des trucs. Peut-être que tu vas te toller, mais c'est pas grave, au moins t'as fait les trucs et t'en es contente. Le truc, c'est si ça te plaît vraiment à fond, intrinsèquement, et qu'à 100% tu es sûr que ça te plaise, ben c'est bon, c'est gagné. En plus, je l'ai vu, donc je sais que c'est gagné. Ça, voilà. Mais c'est gagné pour moi dans ma réalisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Clémence. Vraiment. Merci mademoiselle.
On continue à te voir chez Golden Moustache. Ouais. Et donc sur Virago, enfin sur ta chaîne qui s'appelle Alors, Aude Goni-Goubert. Aude GG. Aude GG, le nom de la chaîne. On m'a dit arrête avec ce nom, vraiment. On m'a dit coupe, arrête, réduis, les gens s'endorment à la 3e syllabe. Donc du coup, la chaîne s'appelle Aude GG. Abonnez-vous. Et le projet s'appelle Virago. Et donc toujours chez Golden, toujours un peu partout, parce que je tourne aussi pour plein d'autres gens. Tu vas prendre un rythme précis de publication pour le projet Virago ou tu travailles encore dessus? A priori, écoute, pour l'instant, je vais sortir une par semaine. Oui. Mais le problème, c'est que je fais vraiment travailler des gens vraiment gratuitement sur cette histoire et qu'à un moment donné, peut-être ils vont me cracher au visage. Donc peut-être le moment où il y a une pause, c'est les gens qui m'ont dit on arrête, en fait, tu nous exploites. Et je serais ils s'en sont rendus compte. Et du coup, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est une par semaine. Un crowdfunding peut-être. Clin d'œil. Non, crowdfunding, je ne pourrais pas faire ça. Je peux pas me résoudre à faire ça. Ça me gêne, le crowdfunding. C'est un autre problème. J'ai beaucoup de névroses. Mais pourquoi? Pas toutes les névroses à la fois. Le crowdfunding, pour moi, c'est un truc de gens qui se lancent et qui n'ont pas les moyens de se lancer seuls. Et je me dis, moi, j'ai des moyens humains que les gens, déjà, n'importe qui n'aurait pas. Et parce que j'ai des gens trop talentueux. Et je me dis, c'est pas avec un crowdfunding et je vais pouvoir leur lâcher un billet de 100 balles que ça va les reconnaître à la hauteur de leur talent, de leur travail. Enfin, j'ai des gens... D'ailleurs, mademoiselle, vous avez partagé un clip de Daskino. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais vous avez partagé un clip de Daskino, qui est un groupe électropop nantais, mais dont je suis fan absolue. J'ai rencontré le leader de ce groupe en sortant d'un concert en mode groupie. J'adore ce que tu fais. Et il m'a fait, mais moi aussi. Mais c'était il y a des années et c'est devenu mon pote. Et là, c'est lui qui me compose la musique de ma chaîne. Alors juste le groupe est mortel, ils sont en concert tout le temps. Je conseille d'aller regarder Daskino. Et du coup, eux, ils me font toute la musique gratos. Et vraiment, il m'appelle, il me dit, je suis au studio. Je dis, mais vraiment, il est 23h30 et je ne vais pas te donner d'argent. Donc voilà, donc je me dis le crowdfunding, quand j'aurais pas tous ces gens-là, si j'avais pas tous ces gens-là, mais je trouve que si les gens veulent donner sur Internet, donner à des gens qui en ont peut-être plus besoin et qui n'ont pas les moyens de se lancer outre mesure. Moi, si j'ai besoin d'une lumière, Golden Moustache, ils peuvent me la prêter. Si j'ai besoin, j'ai le YouTube Space qui va me permettre d'aller tourner chez eux. Il faut avoir combien d'abonnés ça, tu vois, typiquement, je me suis fait hyper attaquer là-dessus. Comment ça? On part sur un autre sujet là, mais je me suis fait hyper attaquer parce que sur mes réseaux sociaux, en fait... Faut que je raconte cette histoire. Ok. Pardon, je pense. Non, mais pas du tout, bien sûr, bien sûr. En fait, donc j'ai tourné ces vidéos dans ma chambre pour Virago. Enfin, dans ma chambre, dans mon salon. Et quand j'ai sorti le premier montage, j'ai vu un énorme problème technique. Et j'étais vraiment effondrée. J'étais non. Et problème que je ne peux pas régler en tournant chez moi. C'est immuable au fait que si c'est pas dans un studio, je peux pas régler ce problème. Je vais pas dire ce que c'est parce que je vais pas me dénoncer non plus pour que tous les gens. Quel est le problème? Je les laisse découvrir. Et peut-être ils vont pas le découvrir. Et s'il vous plaît, n'en faites pas un jeu, ça va, c'est pas marrant. Et en fait, quand j'ai vu le premier montage, j'ai dit c'est une catastrophe, il faut que j'aille tourner dans un studio. Pour tourner au YouTube Space, qui te permet de te tourner chez eux, il faut avoir 10 000 abonnés sur la chaîne. Or, en n'ayant rien fait, j'avais déjà 8 000 abonnés de gens gentils qui m'aiment bien et qui disent peut-être un jour elle va sortir un truc. Et qui avaient cliqué. Donc il m'en fallait 2000. Et donc je me suis dit, je vais mettre sur mon Instagram, coucou les gens, si vous avez envie de m'aider à aller tourner au YouTube Space, est-ce que vous pouvez liker en me disant, tu vois, j'ai 20 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Très efficace puisque c'est ce que j'ai fait. Voilà, et juste en me disant, je vais juste, et j'ai même pas posté sur Facebook. Sauf que les gens gentils d'un coup se sont mis à retweeter ça, à le partager. Studio Bagel se met à le poster. Moi j'ai rien demandé, je fais, c'est super gentil, mais du coup je me prends une salve de merde. T'as qu'à faire tes preuves avant qu'on s'abonne, dis donc, moi aussi j'aimerais bien tourner au YouTube Space, donc abonne-toi à ma chaîne, dis donc, t'as qu'à commencer à zéro comme tout le monde, et j'étais je voulais vraiment tellement juste dire aux gens qui me connaissent déjà et qui m'aiment bien. La bienveillance sur Internet. Si vous voulez m'aider, alors la meilleure réponse c'était Adrien Méniel qui a répondu, ouais, t'as qu'à faire tes preuves et puis travailler depuis 14 ans avant d'essayer de lancer un projet. Et j'espère que tous ces gens qui m'ont vraiment chié dessus, qui m'ont vraiment chié dessus. C'est-à-dire que quand même le studio Bagel qui m'a appelé en disant on est désolé d'avoir partagé ton truc et de te prendre autant de merde. Merci, soyez pas désolé, c'est très gentil, c'est pas grave. Et j'essaye de répondre à ces gens-là.
Mais j'espère que ces gens qui m'ont chié dessus vont comprendre, en voyant le programme, que je suis pas juste quelqu'un qui voulait aller tourner dans un studio pour rien foutre et pour faire un truc sur fond blanc. Et quand bien même, sérieusement, en fait, tu fais un appel, Et quand bien même, tu mais demandes à... c'était vraiment dans un souci de surexigence. Est-ce que t'as menacé les gens si tu t'abonnais pas? Bah justement non, et c'est ce que j'ai répondu beaucoup aux gens. J'ai dit l'avantage c'est vraiment que tu n'es pas obligé. Et vraiment, il n'y a aucune obligation et je t'en supplie même, ne t'abonne pas. Et je leur répondais ça, je dis vraiment, je t'en supplie, ne t'abonne pas, tu as raison, je ne suis qu'une merde. Regarde ce que je fais, crache un peu et après peut-être tu t'abonneras, mais vraiment, ne vous abonnez. C'était plus un appel aux gens qui m'aiment bien déjà, qui auraient envie de me soutenir. Et en plus, j'ai pas demandé d'argent, quoi. Putain, mais j'ai fait fou. J'ai menacé personne. Et t'es là. Et je pense que tout ça, j'y fais attention parce que je dis attention les gars, parce que je suis assez solide, mais là c'est mon bébé, donc je suis un peu plus fragile que d'habitude. Mais par contre, je vais être au taquet pour vous répondre si on m'emmerde. Je vais y aller parce que je vais défendre mon truc et je vais expliquer chaque truc. Si on m'attaque sur un truc, je dirais voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi j'ai dit ça. Parce que comme je te dis, j'ai rien laissé au hasard en fait. Donc il y a une explication à chaque détail que j'ai mis dans cette vidéo, elle a une explication. Donc je vais, voilà. Après je partirai en vacances. Pour me détendre. Ça se voit que je suis pas détendue. T'as l'air super épanouie, malgré ce petit stress. Non, mais c'est que du bon stress parce que je suis très très heureuse de produire ça. Mais c'est quand même... c'est fou d'être aussi stressée, c'est débile. Mais voilà. Je pense que je serais un peu stressée si je balançais un projet qui me tient à cœur sur ça, une chaîne YouTube avec 20 000 abonnés maintenant du coup. Ouais, maintenant j'ai 20 000 abonnés, donc je suis très contente. Et puis je vais aller tourner au YouTube Space, donc je suis très très contente. Feu clair à jeu. Non, mais c'est compliqué en fait parce que de toute façon le processus de création, et alors là je me déteste déjà de dire cette phrase, mais Isabelle Adjani, non mais déjà le processus de création est déjà compliqué, qui que tu sois, c'est-à-dire que tu aies vraiment 2 abonnés, que tu essayes de produire un truc tout seul dans ta chambre, et ce que j'admire profondément, parce que j'ai toujours admiré les gens qui sont capables d'allumer une caméra et de se filmer, j'en suis incapable. Vraiment, je me dégoûte, je ne peux pas me filmer, il faut que j'ai une équipe, il faut que je sois avec des gens. Et j'admire ces gens-là. Donc le processus de création, il est déjà très difficile, il est douloureux, il faut se regarder, il faut se remettre en question. Donc on n'a pas besoin, en plus, tu vois, si tu détestes, vraiment ne regarde pas, fais autre chose, quoi. Est-ce que la morale de cette histoire serait pas, par hasard, que quand on fait des trucs, on se fait aussi critiquer ? Et qu'en fait, il y a que les gens qui ne font rien, qui ne risquent pas d'être critiqués publiquement ou en privé. La critique, hein. Vraiment, je la conçois, mais pas quand elle est injuste ou quand elle est anticipée. Infondée, j'allais dire, sur cette infondée, histoire. tu peux avoir n'importe quel problème dans ta vie qui fait que tu as envie de faire cette critique à ce moment-là. Par contre, je peux l'expliquer. Mais quand on me dit t'as une gueule de macaque, là vraiment je peux pas l'expliquer. Je peux pas. J'ai eu ça un jour. J'ai le sentiment que pour toi, le rapport aux commentaires, c'est pas tu rentres dans la rame du métro, il y a 10 personnes qui t'insultent, parce que ça t'obligerait à sortir de la rame. C'est plutôt, t'ouvres ton journal et il y a 10 personnes qui t'insultent, du coup tu fermes le journal et tu le poses à côté. Donc... Oui, parce que vraiment, j'ai une vie de famille assez forte, assez solide. J'ai une vie, j'ai une passion, bon c'est un secret pour personne, mais vraiment je monte à cheval 3 à 4 fois par semaine. C'est vraiment ma vie, ma passion. Et j'ai un gros avantage, hein. C'est que le cheval, c'est dangereux. Donc, quand je monte à cheval, mon téléphone portable, je le fous dans ma boîte. Je pars 1 heure, 2 heures. Et pendant que je m'occupe de mon cheval, je ne peux rien regarder. Je ne réponds pas au téléphone, je ne regarde pas les tweets, je ne regarde pas les commentaires, je ne regarde rien. Et le monde connecté, j'allais dire 2.0, une bonne expression de Tati. Le monde 2.0 Arrête, maman. Ça s'arrête. Je suis obligée de m'occuper. Je suis dans un rapport avec un animal qui fait 600 kilos. Il faut que je m'en occupe. Et donc, en fait, ça te remet toutes les choses au bon niveau. C'est qu'après, quand je regarde des trucs, alors que je viens de passer 2 heures extraordinaires avec ma passion, ben, c'est moins grave, quoi. Donc, et puis, j'ai pas... Enfin, je suis vieille maintenant, tu vois, tout ça. Non, mais bon... J'aurais 20 ans et je serais encore complètement névrosée, dépressive et mal dans ma peau comme j'ai pu l'être pendant 10 ans. Oui, je serais sûrement dans le noir en train d'écrire des poèmes à l'encre de mon sang, tu vois, devant une bougie, comme ça. Mais là, ça va. Ça, c'est un vrai conseil que tu pourrais te donner si tu revenais dans le passé, c'est de ne pas de ne pas te laisser arrêter par de la critique que tu aurais pris à cœur à l'époque et fort heureusement aujourd'hui tu... Non mais tu te rends bien compte que tu peux dire à ta meilleure copine mais arrête de chialer, c'est qu'un con, il m'a quand même largué.
C'est les conseils, c'est vraiment fait pour ne pas être écouté. Brisons ce cercle. J'ai envie de dire brisons ce cercle. Oui. Écoutons les conseils. Oui. Après, c'est ce que moi je conseillerais toujours aux gens qui se lancent, quels qu'ils soient, et dans quelque domaine que ce soit. Mon conseil toujours, c'est soyez curieux et surtout, soyez ambitieux dans le projet et humble dans le travail. Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Soyez vraiment, vise le plus haut et après fais ce que tu peux. Et si tu veux des conseils, prends des mentors, prends des gens que tu admires, prends des gens vraiment mais qui que ce soit, hein, que ce soit, j'en sais rien, le Dalai Lama ou Cadmerade. Et énorme échelle de valeur, curseur énorme. Mais je vois le truc. Mais tu vois, prends n'importe qui et juste écoute, et quand il parle, ça te fait du bien et ça te parle et c'est ça, et ben voilà, et accroche-toi à des gens que tu admires, même si c'est ta belle-sœur, quoi. Je pense qu'on fera pas mieux comme conclusion. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup. Je suis très contente de cette interview. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce que tu vas bien. faire. Ce sera 50 € pour la thérapie. Oui, je vous paye en chèque. Merci. Merci. On a Ok, fait 2h15 du coup. C'était parfait. J'aime tout ce qui s'est passé.